Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, la chaîne du continent. Et merci encore une fois pour votre fidélité à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Le 1er décembre 1944, à Thiaroye, près de Dakar, l'armée coloniale française ouvrait le feu sur les soldats africains désarmés qui revenaient d'Europe, où ils avaient participé au nom de la France à la libération de celle-ci et de l'Europe du joug hitlérien. Ce massacre est dû au motif que ces soldats, en voie de démobilisation, avaient juste demandé leur dû, leur droit. 70 ans après, M. François Hollande, président de la République française, profita de sa présence à Dakar au sommet de la francophonie et à l'occasion de l'inauguration d'un mémorial au cimetière de Thiaroye pour déclarer qu'il venait réparer une injustice française. Je vous invite ce soir, mesdames et messieurs, à revisiter ce pan triste de notre histoire en vertu du devoir de mémoire que nous devons aux massacrés, aux blessés de Thiaroye. Et cela, nous allons le faire avec la contribution de deux historiens, nos invités de ce soir, que j'ai maintenant le plaisir de vous présenter. Monsieur Modibo Diakité, historien, ancien ministre, et Monsieur Soumaïla Sanogo, professeur d'histoire contemporaine et ancien vice-recteur de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Bonsoir messieurs. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa Télévision pour cette émission. Voyons maintenant ce que disent les Africains dans le micro-trottoir d'À votre avis. Il faut réhabiliter ces tirailleurs en les rendant un hommage solennel. Ainsi, l'injustice va être réparée et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Tout ce que moi c'est des tirailleurs sénégalais, c'est quand ils ont aidé la France. J'ai la façon de dire qu'ils ont été maltraités ou quoi que ce soit. Je sais pas. Bon, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Bon, le réel problème dans ça, c'est la France qui doit se demander la question. Il se pose la question, réellement, les tirailleurs, ils ont fait quoi pour la France? S'il doit y avoir quelque chose dans ça, normalement, c'est prendre les gens là comme tels. Hein. Ils sont plus que français. Hein. L'histoire nous a démontré que Thiaroye est un camp qui a été institué afin que les militaires qui sont partis pour la guerre mondiale, lorsqu'ils sont revenus, ils ont été installés là-bas parce qu'ils venaient de différentes zones de l'Afrique, à savoir le Mali, le Sénégal, d'autres pays, le Niger, le Burkina. Donc ils sont installés là-bas. Ils se sont installés là-bas. Bon, c'est un camp qui a été institué également par la France, afin de gérer ces militaires qui sont partis pour la guerre, les tirailleurs sénégalais, parce que ils étaient maliens, ils étaient sénégalais, ils étaient nigériens. On leur a donné le qualificatif tirailleurs des Sénégalais, tirailleurs sénégalais plutôt. Donc c'était un peu ça le camp de Thiaroye. C'est un génocide qui a été commis parce que, à mon humble avis, la participation des Africains dans l'effort de guerre, l'investissement des Africains dans la conquête ou dans la reconquête de la liberté pour les pays occidentaux et particulièrement la France, la métropole, a été d'un grand apport. Bon, je pourrais dire que je ne suis pas tellement renseigné pour ça. Bon, je dirais tout simplement que les tirailleurs
à travers les Noirs qui se sont battus pour la France, ou quoi, je dirais tout simplement que les Français doivent normalement considérer leur œuvre ou considérer tout ce qui s'est passé là-bas, ce qu'ils ont fait, la façon dont ils se sont battus pour eux. Parce que moi, je ne peux pas me battre pour toi et que au niveau, en sens normal, dire que toi, tu ne peux pas considérer ce que j'ai fait pour toi. Et au camp de Thiaroye, ce qui s'est passé, c'est qu'on a massacré des tirailleurs sénégalais qui revenaient de la guerre après avoir défendu la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont revenus, on n'était pas en mesure de leur payer leur pension, on a voulu les massacrer. C'est tout ce que j'en sais. Le massacre du camp de Thiaroye, c'était un fait colonial, un fait de la puissance colonisatrice qu'était la France, envers des soldats qui sont battus pour libérer la France du joug allemand. Et je crois qu'à l'heure où on parle de crime contre l'humanité, où on veut traduire certains dirigeants africains, à partir du moment où, par le biais du président actuel français, François Hollande, il a remis certaines archives, que la France est en train de vouloir reconnaître que c'est un crime et que les ayants droit de ces pauvres tirailleurs-là puissent bénéficier au moins d'une réparation en justice. C'est vrai, c'est des collègues qui sont décédés la semaine dernière. Je compatis en tant que journaliste. Mais ici aussi, quand on massacre des gens, il faut que ça suscite une émotion. Un massacre, une vie égale à une vie. Voilà. Avant de vous demander, M. Sanogo, votre point de vue sur ce micro-trottoir, je vais d'abord m'adresser à M. Diakité pour lui demander à quoi sert la connaissance d'un fait historique. Ça sert à quoi? C'est une vaste question, ça. Chez Mariko, la connaissance d'un fait historique, ça permet d'avoir l'information juste sur des événements du passé. Parce que ce que l'histoire est écrit, c'est avec un certain nombre de recoupements. Sinon, ça devient de la rumeur. Et l'histoire s'appuie donc, comme je l'ai dit, sur les faits. Et ce sont ces faits qui donnent pratiquement la véracité au discours, à ce que l'on dit sur le passé. Et le fait, là, j'ai dit dans l'introduction qu'il s'agissait d'un devoir de mémoire. Ça sert à quoi, la mémoire historique? Ça sert à quoi, la mémoire historique? Bon, il n'est peut-être pas nécessaire de parler de façon générale, mais par rapport au sujet qui nous intéresse, Thiaroye, il est quand même important que les Africains sachent exactement ce qui s'est passé à Thiaroye. Et on a parlé de tirailleurs sénégalais. Le micro-trottoir a un peu précisé la chose. Il s'agit d'un corps indigène qui a été créé par le gouverneur général de l'AOF, Louis Faidherbe, du Sénégal plutôt en 1857, et qui avait été créé, n'est-ce pas, pour assurer la sécurité de la colonie et surtout assurer la liberté du commerce, n'est-ce pas, français, qui allait à la conquête, n'est-ce pas, de l'intérieur et qui s'appuyait sur des comptoirs le long du fleuve. C'était ça l'esprit. Par la suite, bien sûr, avec la création de l'AOF en 1975, les ressortissants d'autres colonies, des autres colonies, n'est-ce pas, vont intégrer pratiquement ce corps-là. Et avec la création de l'AOF en 1910, ceux de l'Afrique centrale, ce qu'on appelle l'AF. Donc, il s'agit de ressortissants au départ sénégalais, mais qui progressivement vont couvrir pratiquement les ressortissants de l'ensemble des colonies. Donc, ce qui s'est passé à Thiaroye ne concerne pas seulement le Sénégal, ne concerne pas seulement la France, mais concerne les rapports entre la France et ses anciennes colonies dans le cadre de l'effort de guerre et de la participation des Africains pratiquement à la guerre, donc à la libération de la France sous
contre l'Allemagne en 1914-18 et contre l'Allemagne nazie en 1939-45. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Sano, Oui. une réaction au micro-trottoir. Bon, par rapport au micro-trottoir, je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est que alors, on est face à un public assez divers. Il y a des gens qui en savent un tout petit peu. Il y a d'autres qui n'en savent absolument rien. Et je crois que c'est cette diversité qui fait que, alors, il y a un besoin de rappel, effectivement. Et je crois que vous l'avez déjà dit par rapport à la mémoire collective. Il est bon, effectivement, que alors, les gens sachent réellement ce qui s'est passé à Thiaroye. Alors, je crois que ça, c'est, en tout cas, le rôle même de l'histoire. C'est non pas pour pousser les gens à se révolter ou à faire quoi que ce soit, mais quand même, effectivement, c'est comme toute science, puisqu'il s'agit d'une science humaine, alors il est extrêmement important, effectivement, de maîtriser alors, les éléments de cette science. Et je crois que l'histoire, en tant que science humaine, alors, est un véhicule de connaissances. Alors, et je crois que ce travail doit être fait, surtout par les historiens, et certainement ont cette compétence pour diffuser ces choses. Sinon, on va directement, comme mon collègue Modibo l'a dit, effectivement, c'est la rumeur qui va faire place à l'histoire. Alors, très bien. Que s'est-il donc passé à Thiaroye? Comment en est-on arrivé à ce massacre du 1er décembre 1944? Monsieur Diakité. Bon, d'abord, il faut savoir ce que c'est que Thiaroye. C'était un camp militaire situé dans la banlieue est de Dakar, à 15 km de la ville, et, comme je l'ai dit, qui abritait pratiquement des militaires. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre de tirailleurs sénégalais qui avaient été faits prisonniers par les Allemands et qui étaient pratiquement dans les zones qu'on appelait les fronts stalag, c'est-à-dire des prisons militaires, qui, quand ils ont été libérés, la France a décidé de les rapatrier pour les démobiliser. Bon, c'était un contingent qui est arrivé le 26 novembre à Dakar, par le bateau, à partir de Marseille. Et ces gens, on leur a dit, en France là-bas, que les droits qu'ils avaient, c'est-à-dire les pécules et les indemnités, c'est-à-dire les soldes militaires qu'ils devaient toucher, les pécules étant pratiquement leurs économies en francs métropolitains, qui devaient être convertis pratiquement en francs coloniaux, n'est-ce pas, que tout cela leur serait payé une fois arrivés à Dakar. Alors quand ils sont arrivés à Dakar, on leur a dit par la suite qu'il faudrait qu'ils se rendent dans leurs colonies respectives, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, pour entrer en possession de leurs droits. Alors ils se sont rendus compte progressivement qu'on était en train de les berner, parce que dans un premier temps, on devait les payer en France, ça n'a pas été le cas. On devait les payer à Dakar, ça n'a pas été le cas. Et à un certain moment, on a décidé de faire un premier contingent de Soudanais, 500, que l'on devait mettre dans le train pour les acheminer sur le Bamako. Mais déjà le 26 novembre, la tension avait commencé à monter dans le camp. Et ces gens-là, ils ont dit qu'il n'est pas question qu'ils empruntent le train de Bamako pour Bamako sans avoir été payés. Alors c'est dans ces conditions que pratiquement les autorités militaires, le général Dagnan, ont fait investir le camp, n'est-ce pas, sous la responsabilité, n'est-ce pas, du général Boisboissel, qui était pratiquement le commandant militaire de l'AOF, commandant supérieur de l'AOF, et qui ne pouvait pas agir dans ces conditions sans l'autorité pratiquement du gouverneur Kournari. Donc c'est pour dire, n'est-ce pas, que la France est totalement impliquée dans ce qui va se passer. Donc on encercle le camp et le 1er décembre 1944, on se met à mitrailler les gens. Il y avait 1280 prisonniers libérés qui devaient être démobilisés et ça a été un véritable massacre. Et ça, c'est un chiffre qui a été donné officiellement. Sinon,
Certains témoins pensent que c'est beaucoup plus que ça, parce que les Soudanais seuls qui avaient été libérés à l'époque pour être rapatriés étaient au nombre de 4296. Bon, ils n'étaient pas tous au camp de Thiaroye à ce moment précis, mais ça donne quand même une idée du nombre de gens sur lesquels on a tiré. Et officiellement, il n'y a eu que 35 tués, 35 blessés graves, des centaines de blessés, 34 qui seront inculpés et jugés par la suite. Donc, voilà exactement ce qui s'est passé le 1er décembre 1944. Très bien. Monsieur Sanogo. Bien. Je crois que M. Diakité vient de dire effectivement comment les choses se sont passées à Thiaroye. Mais il faut reconnaître que le mal a commencé depuis la France. Expliquez-nous ça. Alors, parce que vous savez, les Frontenac, effectivement, étaient des camps de détention. Alors, les tirailleurs, comme il l'a défini d'ailleurs, les tirailleurs, c'était effectivement ce soldat noir. Alors, tous ne venaient pas du Sénégal, même si on dit tirailleurs sénégalais. Il y avait des Nigériens, il y avait des Congolais, il y avait des Béninois, il y avait des Togolais, il y avait des Nigériens. Bon, donc c'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest française et même l'Afrique équatoriale française était effectivement dans le contingent des tirailleurs sénégalais. Mais ce qui est surtout important, c'est que ces gens ont été mobilisés depuis le début du conflit, depuis 1940. La France, effectivement, a été impliquée directement dans le conflit à partir de 1940. Et je crois que les Africains ont montré tout de suite, alors encore à la métropole, qu'ils sont prêts à intervenir comme pendant la Première Guerre mondiale. Mais est-ce qu'ils étaient volontaires? Est-ce que ces tirailleurs-là étaient des volontaires engagés dans l'armée française? Bon, dire que c'est des volontaires, il y a certainement des volontaires, mais il y a des gens qui ont été recrutés. Et nous connaissons un peu les modes de recrutement. Comment ça se faisait? Bon, le mode de recrutement, pour la plupart du temps, c'était ce qu'ils appelaient la circonscription. Donc, c'est en fait un appel lancé pour la plupart du temps au chef de canton qui maintenant convoque dans son district administratif, effectivement, les chefs de village. Et ces chefs de village, on leur demande effectivement d'envoyer des hommes alors, au titre de recrutement dans l'armée coloniale. Alors, c'est quelque chose qui n'était pas, pour la plupart du temps, accepté par les populations, puisque quelquefois des gens ont été pris alors que les parents n'étaient pas d'accord. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient enrôlés de force. Ils étaient enrôlés de force. Et c'est pour former des contingents, comme ils appellent, ceux qui devaient aller dans l'armée. Pour la plupart, on parlait de premier contingent. Bon, ceux qui étaient considérés comme, en tout cas, non préparés, peut-être psychologiquement ou physiquement ou autre, alors ça, c'est des gens qui étaient retenus pour les travaux. Et donc ça, c'est le deuxième contingent. Très bien. Bon, pendant la Première Guerre mondiale, alors ces gens venaient comme ça, alors sur le front, ils se battaient sans savoir réellement pour qui même ils se battent. Donc ça veut dire que c'était la force coloniale qui les a pratiquement imposés. Ils sont sur un terrain inconnu. Pour la plupart du temps, certains ont découvert même la neige pendant leur séjour effectivement en Europe. Ils ont été envoyés sur plusieurs fronts. Mais maintenant, tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, on a payé un lourd tribut. Parce que nous avons perdu sur à peu près 140 000 recrutés en Afrique. On a perdu à peu près 24 000 soldats, tirailleurs. Alors, il y avait des Algériens, des Marocains, des Africains noirs. Et là, ça a été effectivement un lourd tribut. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient plus de 180. Et il y a eu 30 000 morts. Maintenant, ce qui s'est passé là, c'est que ces gens qui ont été engagés en 1940, ils se sont battus, ils ont été faits prisonniers, et les Allemands ne voulaient pas du tout voir ces prisonniers noirs, parce qu'ils se rappellent de la présence des Noirs pendant la Première Guerre mondiale là-bas, qui a créé beaucoup de métissage chez eux là-bas. Donc Hitler, au nom de la pureté de la race aryenne,
a préféré dire aux Français, gardez vos prisonniers noirs, nous on n'en veut pas. Donc ils sont restés dans ces zones qu'ils appellent Frontsatlang, qui signifie tout simplement prisonniers du front. Alors, ça veut dire que ces prisonniers noirs doivent rester en France, ils vont travailler pour l'armée allemande, mais qui occupait déjà la France occupée. Donc ils sont restés là-bas. Alors, ces prisonniers. Et quand il y a eu la contre-offensive alliée, à partir de 1943, alors il y a eu le débarquement de Normandie, en juin 1945, le débarquement de Provence, et après maintenant, c'est en ce moment que les Noirs qui avaient été faits prisonniers ont été libérés. Et ce sont ces prisonniers libérés qui ont été déportés et qui ont été démobilisés. Et puis, on veut les envoyer maintenant en Afrique pour les mettre effectivement à l'écart parce que on ne veut pas du tout. C'est des prisonniers encombrants pour la France. On va y arriver. Okay. Si vous le voulez bien, nous allons partir à Dakar où nous allons écouter le professeur Ibader Thiam qui va nous donner son point de vue sur cette partie de notre sujet. Je pense que le massacre de Thiaroye a été un événement qui a créé une grande confusion dans les relations entre la France et ses colonies. Une confusion qui a pris même la dimension d'une frustration et le sentiment que l'Afrique n'a pas été suffisamment payée à la suite des sacrifices qu'elle avait consentis pour venir à l'aide de la France occupée par l'Allemagne, obligée de déplacer son gouvernement pour l'installer à Vichy, alors que le général de Gaulle, dans sa déclaration du 18 juin, avait très clairement spécifié que ce qui se passe en France ne pouvait trouver de solution qu'avec l'aide de l'Empire et des amis de la France. Il avait dit, nous avons un empire, nous avons un empire, nous avons un empire. Cela voulait dire que la France comptait sur cet empire pour pouvoir venir à bout de la domination allemande. Cette domination s'était exercée pratiquement sur une grande partie du territoire français, dont les institutions et l'économie étaient placées dans une situation de dépendance. La France a fait appel à l'Afrique, comme elle a fait appel à l'Afrique en 1914-1918, et près de 250 000 Africains venant de l'Afrique de l'Ouest se sont portés à son secours, parmi lesquels de nombreux tirailleurs sénégalais, appellation générique qui regroupait à cette époque-là des soldats qui avaient été formés dans le régiment des tirailleurs sénégalais depuis 1857 et dans les rangs desquels se trouvaient aussi bien des Sénégalais que des non-Sénégalais. Ces personnes arrivées ont été pour certains capturées, placées dans des fosses de lac, c'est-à-dire des champs, des camps de concentration allemands, pendant 4 années de captivité. 4 années au cours desquelles ces personnes ont été soumises à toutes sortes de vexations, d'humiliations, de provocations et de servitude. Le fait qu'ils aient été prisonniers travaillant dans des camps allemands, selon les règlements qui avaient été élaborés par l'Organisation internationale du travail, leur donnait le droit de percevoir des indemnités. La captivité aussi qu'ils avaient subie leur donnait également le droit de percevoir des indemnités. Ces indemnités-là leur avaient été payées en marque du côté allemand et devaient être payées en français, en francs français du côté français. Malheureusement, les autorités françaises, au lieu de les payer, ne les ont pas payées. Ensuite, les Américains leur avaient donné des tenues qu'ils pouvaient utiliser comme les Noirs américains les utilisaient dans le cadre de l'armée américaine. Ces tenues-là aussi avaient été confisquées par les officiers français. On sentait nettement qu'il y avait une volonté de les humilier et de les priver de leurs droits. L'ayant senti, quelques jours avant leur départ, ils ont fait des protestations et ont demandé qu'on leur donne ce qu'on leur devait. Ils n'ont fait donc que revendiquer ce à quoi ils avaient droit. C'est une revendication légitime, fondée, établie par des textes
et qui méritaient d'autant plus d'être respectés qu'il s'agissait de gens qui avaient quitté leur patrie et qui venaient en France pour verser leur sang au service de la France dominée. On leur a dit, on vous payera à Casablanca. À Casablanca, on leur dit, on vous payera à Dakar. À Dakar, on leur dit, on vous payera quand vous serez dans vos villages respectifs. Or, ils savaient parfaitement qu'une fois qu'ils seraient dans le village respectif, ils ne seraient plus unis, ils seraient dispersés, ils n'auraient plus aucune capacité de se constituer en groupe de pression pour exiger, sur la base d'une action commune, leur paiement, le paiement de leurs indemnités. Ils ont donc dit qu'ils ne bougeront pas si on ne leur paie pas ce qu'on leur doit. On a immédiatement interprété cela comme étant une mutinerie qui a une signification bien précise dans le vocabulaire militaire. Et on a mis sur pied un dispositif visant à les réprimer. On les a réprimés alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, puisqu'ils n'étaient pas armés et ne détenaient aucun moyen de défense. Beaucoup d'entre eux sont tombés morts. Nous n'en connaissons jusqu'à présent pas le nombre. On a d'abord prétendu qu'ils étaient 35. Ensuite, des recherches ont établi qu'il se pourrait qu'ils soient 70. Et peut-être même que ce chiffre serait largement dépassé, puisque nous savons qu'il existe des fosses communes dans lesquelles certains parmi les victimes ont été ensevelis. Monsieur Diakité, nous venons d'entendre le professeur Ibader Thiam nous dire qu'ils n'ont fait que revendiquer leurs droits. Alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi, en face de droits, l'autorité militaire coloniale a préféré opter pour un massacre? Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé. Très bien. Le professeur Ibader Thiam a dit qu'il y a eu, et le professeur Sanogo l'a dit aussi, il y a eu beaucoup d'antécédents, beaucoup de frustrations antérieures qui ont préparé Thiaroye. Et c'était d'autant plus inacceptable que ces gens savaient que leur père aussi s'était battu pour la France en 14-18. Et Sanogo l'a dit, ils ont payé un lourd tribut. Et toutes les grandes batailles décisives en France, notamment les fameuses batailles de 1916 qui ont été pratiquement de véritables massacres, c'est les tirailleurs sénégalais qui se sont illustrés là-bas, à Verdun, Fort-Beaumont, dans la Meuse, les batailles de la Somme, au chemin des Dames. C'est eux qui se sont le plus illustrés, qui ont été pratiquement les véritables chairs à canon. Ce sont les fils de ces gens qui sont pratiquement les tirailleurs de 1940. Et en 1940, ce que l'on peut dire, c'est que lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux phases. De 1940 jusqu'à 1942, ils ont été les plus fermes soutiens de la France. C'est de l'occupation jusqu'à l'opération Torche, le débarquement américain. C'est eux qui ont été les principaux soutiens de la France, à telle enseigne que l'autorité qui a répondu la première à l'appel du 18 juin, c'est Félix Eboué, gouverneur du Tchad à l'époque. C'était ça. À telle enseigne que l'Afrique équatoriale a été le berceau pratiquement de la France libre, avec Brazzaville comme capitale, avec la radio de Brazzaville comme la voix de la France libre. Ce sont ces gens-là. Donc, on les a vus se mettre pratiquement à la disposition de la France, et ce sont ces tirailleurs qui ont constitué 20 000 hommes pour donner au général de Gaulle les éléments qui pouvaient consolider son autorité, étendre son audience et transformer la France libre en une France combattante à partir du 14 juillet 1942. Ce sont ces gens-là. Mais par la suite, pratiquement à partir de la libération de la France, jusqu'à la fin des hostilités, les choses vont changer. Oui, mais pourquoi l'option du massacre pour répondre à la revendication de droits qui sont établis par des textes qui sont légaux? Oui, c'est-à-dire, je crois que pour comprendre tout ce discours, la Deuxième Guerre seule ne peut pas expliquer ça. Bon, alors expliquez-nous ça. Parce que quand vous voyez un peu la motivation même de la colonisation, quand on voit tous les discours qu'on disait, c'est-à-dire c'était pour montrer la supériorité de la race blanche par rapport à la race noire. C'est pour nous amener la civilisation aux Noirs. Mais si les Noirs sont déjà compétents, ils ont des preuves comme quoi ils peuvent faire quelque chose de merveilleux,
Mais la colonisation ne se justifie plus. Alors, donc pendant tout ce temps, on a travaillé pour essayer de montrer que le noir n'est pas capable. Il n'est pas capable de créer quelque chose par rapport au blanc. Et donc, dans ces conditions, il n'est pratiquement qu'un citoyen de seconde zone. Et donc, je crois que cela a marqué toute la vie coloniale. Les gens ne sont pas souvent sortis de ce discours. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, je ne sais pas si c'est question d'hommes, mais les hommes qui ont gouverné pendant la Première Guerre mondiale, quand Maget a proposé d'envoyer des Noirs, une armée noire, pour aider la France qui était en mal d'effectifs, mais les gens se sont dit, mais vous riez? Comment vous allez amener des gens qui ne savent même pas comment tenir une arme? Vous voulez les amener sur un front contre l'Allemagne? Mais la défaite est certaine. Comme il a dit, la participation africaine a été décisive pendant la Première Guerre mondiale. Et je crois que les autorités, ceux qui nous ont même combattus pendant la conquête, les Louis Archinard, les Gallieni et autres, ils ont connu la valeur des hommes noirs. Et Magen lui-même, il a fait son baptême de feu ici au Soudan. C'est lui qui a été à l'origine de la force noire. Oui. Mais ces gens, ils ont tout bien vu, au point qu'ils ont même envoyé un monument ici à Bamako. Le monument est là, on dit Samour Kakalekedoum. Mais en réalité, ce ne sont pas des hommes de Samour, mais c'est pour saluer la bravoure, effectivement, des tirailleurs. Ils ont fait 2 pièces, l'autre était en France là-bas, que les Allemands ont fondu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant que, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est l'armée noire, c'est nos soldats noirs démobilisés qui ont été envoyés en Allemagne. Et pendant ce temps, ils ont dû faire des enfants métis là-bas. Et ça a beaucoup choqué les Allemands. C'est pourquoi je disais que pendant la Seconde Guerre mondiale, alors on ne voulait pas de ces prisonniers. Donc vous voyez très souvent comment les choses se sont passées. Donc maintenant, l'image du noir allait être projetée en 1945 comme étant encore une force décisive. Mais cette image ne plaisait pas. Et c'est pourquoi il fallait tout faire pour les mettre à l'écart. Et même pendant le défilé de libération, vous allez voir sur tous les documents d'archives, vous ne verrez pas une seule force noire. C'est juste. Alors, nous allons avancer. Et je voudrais que nous revenions encore au professeur Iba Der Thiam sur, disons, la signification de ces événements-là pour la suite de notre histoire. Mais il a remis à M. le Président de la République Macky Sall le dossier de Thiaroye. Alors, ce dossier-là, il est en ce moment-ci entre nos mains et il représente un retour vers le lieu d'origine de pièces d'archives qui participent à l'élaboration de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire du Sénégal et de l'histoire de l'Afrique et qui jusqu'à présent avaient échappé à notre contrôle. Ne fût-ce que ça, il y a là, me semble-t-il, un acte symbolique d'une haute portée, mais aussi une portée scientifique, une portée politique et une portée diplomatique. Parce que par-delà le Sénégal, ces archives insèrent aussi les 17 pays qui avaient participé au combat contre les forces de l'Axe. Mais en même temps, c'est un élément qui doit également, au-delà de cela, concerner tous les 54 États africains qui sont aujourd'hui membres de l'Union africaine et pour lesquels l'histoire de Thiaroye représente un élément déterminant, car on ne le dit pas assez. Mais l'histoire de Thiaroye, il faut la lier aux événements qui se sont passés à Saint-Raphaël, aux événements qui se sont passés à Guelma, à Sétif, aux événements qui ont eu lieu à Haïphong, ensuite aux protestations qui se sont manifestées et qui ont débouché sur les événements de Madagascar, les événements du Cameroun en 1947 avec l'UPC qui déclenche la guerre armée, les révoltes à Chanty, les événements de Bokro et de Séguéla dans les années 1950. On peut dire que c'est avec les événements de Thiaroye que véritablement le processus de décolonisation véritablement a commencé. C'est la fin, c'est le début de la fin des empires coloniaux. Sans compter maintenant, évidemment, c'est grâce aussi à cela que, en définitive, de fil en aiguille, le Maroc et la Tunisie vont retrouver leur indépendance. L'Algérie va déclarer la guerre en 1954. En 1955, le Ghana
prendra la sienne. Et ensuite, au référendum de 1958, nous le savons, la Guinée, si bien que va prendre son indépendance, si bien que les événements de Thiaroye ont été un élément déterminant aussi dans la réunion qui s'est tenue à Bandung en 1959, comme ces événements ont impacté toute l'action qui a été menée par l'intelligentsia africaine lorsqu'a été organisé à la Sorbonne en 1956 le congrès des écrivains et artistes noirs, comme ça a été repris en 1959 à Rome sur la même thématique. Alors, messieurs, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi, depuis 1960, date d'accès de la plupart de nos pays à l'indépendance, l'histoire de Thiaroye n'a pas figuré dans le cursus scolaire? Pourquoi cette histoire a été occultée pendant autant de temps? M. Diakité. Je pense que les expressions ont été données par rapport à la perception que l'on avait du nègre et qui n'a pas beaucoup changé. À tel enseigne que Sékou Touré disait que la décolonisation, c'est la politique de partir pour mieux rester. Et on constate que tous ceux qui se sont battus, en réalité, pour redonner à l'Afrique sa dignité et son honneur, ont été les cibles, pas du colonialisme français, mais de l'impérialisme occidental en général. Dans ces conditions, ce qu'on appelait les États progressistes, n'est-ce pas, n'ont pas eu le temps matériel, n'est-ce pas, d'asseoir une conception pratiquement de l'histoire qui puisse permettre pratiquement aux citoyens d'avoir les éléments de la citoyenneté, de l'action pour la reconnaissance du passé et pour le développement. Et c'est pour cette raison que nous sommes totalement différents des hommes qui nous ont précédés et qui ont fait la lutte pour l'indépendance, qui avaient la chance d'avoir des pères qui avaient tous connu pratiquement l'initiation traditionnelle et qui leur ont transmis un comportement, une idée de soi, n'est-ce pas, qui leur ont permis d'être ce qu'ils ont été et que nous n'arrivons pas à donner à nos enfants aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres Thiaroye? En Afrique ici, un autre Thiaroye... Non, d'autres Thiaroye. Madagascar, par exemple? Oui. Madagascar, ça a été une vraie tragédie coloniale encore. Sétif? Sétif, en Algérie, ça a été l'insurrection. Parce que tout simplement, comme vous le savez, quand il y a eu la défaite de l'Allemagne, la France voulait reconquérir son espace colonial. Je crois que l'élément le plus brûlant a été sans doute le retour en Indochine. Et là, ça a été très dur. Et je crois que c'est les mêmes contingents de tirailleurs qui ont été recrutés ici pour aller renforcer l'armée française, effectivement, en Indochine. Alors, le président François Hollande, le professeur Iba Der Thiam vient de nous rappeler qu'il a décidé de remettre les archives relatives aux événements de Thiaroye au mémorial du cimetière de Thiaroye. Voici ce qu'il a dit, un extrait de ce qu'il a dit le 30 novembre, justement à l'occasion de cette inauguration. Je le cite. « Ces événements sont tout simplement épouvantables, insupportables. » Il parle évidemment des événements de Thiaroye. « Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils, car c'est ce qui s'est produit. » Alors, messieurs, une réparation 70 ans après, quelle signification peut-on lui donner et quelle implication cela peut-il avoir sur l'existence des Africains aujourd'hui? Bon, moi je pense que, en fait, 70 ans après, quels sont encore effectivement les survivants de la Seconde Guerre mondiale? Ils sont très peu. Même par rapport à la décristallisation des soldes. Alors, combien il restait encore pour percevoir effectivement cet argent? Il y en avait très peu. Je crois que le grand problème qu'il y avait
dans les relations entre la France et son empire, c'était pratiquement ce non-dit. Je crois qu'un écrivain français avait même tenté le carnet secret de la décolonisation. Il avait tenté, lui aussi, de faire sortir quelques éléments, comme il l'a dit, Iba Der Thiam l'a dit, par rapport à Democro et autres là. Mais, bien sûr, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, parce que, aujourd'hui, les Africains veulent savoir réellement qu'est-ce qui s'est concrètement. Parce que je crois qu'il y a certains administrateurs, parce que je me souviens, il y avait un ambassadeur de France ici, M. Conan, qui avait dit que l'Allemagne et la France se sont battus de la façon la plus dramatique, mais qu'il y a un temps aussi où il faut s'asseoir face à face pour parler. Oui, bien. Parce que pour réconcilier les cœurs, ça ne peut pas se faire effectivement avec cet écran. Il faudrait vraiment, comme en Afrique du Sud, qu'on désacralise un peu effectivement ces documents d'archives. Est-ce que l'exploitation de ces archives-là peut permettre d'atteindre ce que dit M. Sanogo? Bon, l'exploitation des archives permet au moins aux historiens africains de savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce que la France coloniale a eu quand même l'honnêteté de faire. Alors, moi je pose cette question, vous savez pourquoi? Oui. Parce que dans les quelques lectures que j'ai faites, il ressort souvent que ces archives-là sont très souvent falsifiées. Qu'elles ont été falsifiées par l'autorité militaire coloniale qui était en cause. Alors, quelle est la valeur? Évidemment, vous me direz, il faut qu'on voit les archives pour répondre à la question, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre déjà en doute la sincérité de l'information contenue dans ces différents rapports? Bon, les archives, c'est vrai. Les archives, c'est toujours ce qu'on veut mettre là-dedans, qui constitue les archives. Et c'est toujours la voix du maître qui prédomine. Bon, si on les donne, au moins, ça nous permet de savoir quel était leur état d'esprit. Parce que ces archives, déjà, nous permettent, nous aussi, de vérifier, à travers d'autres sources, ce qui se passe, ce qui s'est réellement passé. Parce que la France, je crois qu'il faut parce que quand on parle de la France, on voit toute la France comme étant effectivement actrice effectivement de colonisation. Mais il y avait des gens qui étaient foncièrement, qui étaient des Français de pur sang, qui étaient foncièrement contre la colonisation et qui ont dénoncé beaucoup de choses. Mais ces gens aussi ont laissé effectivement des documents d'archives. Et là, ça nous permet de lire ce que les militaires ont laissé alors, dans les documents d'archives donnés par Hollande et maintenant les confronter avec effectivement ce que les autres ont eu à écrire, notamment la gauche française qui était foncièrement, il y avait des nationalistes français qui étaient foncièrement contre la colonisation. Paul Déroulette, par exemple, disait « Je préfère la Corrèze aux Zambèzes ». Alors, dans ces conditions, s'il préfère la Corrèze aux Zambèzes, ça veut dire que lui, ou bien il disait « J'ai perdu 2 enfants, vous me proposez 20 domestiques. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» Bon, donc ça veut dire que c'était pas, en tout cas, la prétention coloniale n'était pas unanimement acceptée par tous les Français. Donc on pourrait, à partir de ces archives, essayer de voir aussi l'autre regard du côté français. Très bien. Le temps qui nous est imparti s'écoule lentement. Alors, nous allons aborder un dernier aspect que moi j'ai retenu, et puis ensuite je vous donnerai la parole et vous l'utiliserez librement. Je voulais dire tout simplement que tout le monde n'est pas mort à Tiaroy. Il y a eu des survivants, il y a eu d'autres témoins. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la question que je voulais aborder, moi, c'est la réparation. Est-ce qu'il est possible, à partir de la réparation de l'injustice dont parle le président François Hollande, il est possible de réparer, et y compris pécuniairement, les ayants droit, les descendants des tirailleurs qui ont été injustement massacrés à Tiaroy. 1. Deuxièmement, beaucoup parmi eux ont été jugés, condamnés de manière inique. Est-il possible de revenir sur ces jugements-là, procéder à une révision par exemple,
pour leur mémoire et pour la dignité de leurs descendants. Ainsi de suite, c'est vous les historiens, qu'est-ce qu'il est possible de faire à partir de ce qui n'est pas un repentir de la France, mais tout au moins de la reconnaissance de ce massacre? Bon, par rapport à la réparation, alors le document qui vient d'être transmis est une réparation déjà morale du chef de l'État, parce que c'est la première personnalité de la France qui a décidé de remettre en main propre effectivement les documents d'archives dont nous ne connaissons pas encore le contenu. Mais c'est déjà un pas. Ça, c'est une réparation morale. Réparation pécuniaire. Bon, là encore, on a tenté un peu d'ajouter 20% à un moment sur les salaires des choses, parce que le salaire d'un tirailleur sénégalais à grade égal avec un tirailleur métropolitain, c'était divisé par 4 ou par 5. Oui, mais au-delà de cela, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même une spoliation. Puisque vous avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez pris la parole au début, vous avez dit qu'on ne les a pas payés. C'est-à-dire que même leurs dus, leurs indemnités, oui, leurs soldes, leurs économies et tout ça, ils n'ont même pas eu ça. Non, j'en viens, parce que le problème c'est quoi? C'est que, effectivement, ça c'est des choses qu'on pourrait voir peut-être au niveau des documents d'archives. Alors, c'est qui avait droit à quoi? Mais il y a des gens qui ont été même sevrés de ça. Il n'y a même pas eu de reconnaissance en tant que tel qu'ils étaient tirailleurs. Ça, c'est des gens aussi qui sont dans le lot. Ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Pourtant, ils se sont battus. Ils ont perdu leur vie en défendant la côte de la France. Donc, ce n'est pas l'argent seul qui peut payer tout ça. Je crois qu'une réhabilitation morale, comme vous l'avez dit, ceux qui ont été injustement jugés et condamnés à payer même souvent des amendes, malgré qu'ils avaient des arriérés avec le pouvoir colonial. Mais tous ces gens, ils sont morts frustrés. Leurs familles sont là. On peut les réhabiliter. Est-ce qu'on connaît les noms de ces gens? Est-ce qu'on a la liste des noms, des morts, des blessés, de tous ces gens-là? Est-ce qu'on sait qui c'est? De quel pays ils venaient? Est-ce qu'on sait? Non, ils établissent toujours les listes. On les a? Oui. Si on se réfère pratiquement à ce qui s'est passé à Chasselet, par exemple, non, pratiquement, l'affaire de Chasselet, il y a 150 noms. Donc, ça s'est passé bien avant Tiaroy, c'était en 1940. Donc, ils ont les noms. C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que non seulement on a refusé de leur payer leur solde de démobilisation, mais on a refusé de convertir l'argent leur économique qu'ils avaient et qui se chiffrait pratiquement à un montant assez élevé pour l'époque, l'ordre de 18 millions. Ça, c'est quand même important. Donc, la spoliation, c'est à plusieurs niveaux. Si on veut réparer tout ça, je pense que la cristallisation, c'était une manière délibérée de dire, bon, vous êtes trop nombreux pour être payés. La cristallisation, c'est ça. Et il a fallu attendre 2007 pour décristalliser. Comme l'autre l'a dit, on attend, n'est-ce pas, que les derniers survivants là soient moribonds pour tenter de réparer la chose. Et là, ça ne concernant que ceux qui s'étaient battus sur le front. C'est ça. Les combattants au feu. Ça ne concernait pas ceux qui avaient... Bon, ceux qui avaient été mis à la retraite n'étaient pas concernés. Il a fallu attendre 2010 pour ces gens-là aussi. Donc, il y a une volonté délibérée de laisser les gens s'éteindre pour parler pratiquement de réparation. Je pense que très bien. Ça pose un autre problème. Très bien. Voilà. Maintenant, je vous donne la parole. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne la parole sur les points que vous avez souhaité aborder et qui ne l'ont pas été. Je commence par vous, M. Diakité. Bon. Moi, je pense que ce qui s'est passé à Tiaroy fut et reste pratiquement un crime contre l'humanité. Il faut le traiter comme tel. Il va là-dessus, ça a eu des conséquences importantes. C'était le point de départ d'une prise de conscience. Parce que Tiaroy, ça a été d'abord un choc pour toute l'opinion africaine. Ça a été condamné par toute l'opinion africaine, sauf quelques grands marabouts, comme c'est Total. Ça a été une blessure au cœur, n'est-ce pas, de tous les anciens combattants. C'est pourquoi on va les voir s'engager dans la lutte pour l'indépendance très sérieusement. Bon, et Tiaroy, comme je l'ai dit, c'est pratiquement la manifestation de la faiblesse de la France, c'est-à-dire d'un impérialisme en déclin, qui cherche à démontrer à ces sujets, n'est-ce pas, qu'il est encore fort, n'est-ce pas, qu'il continue à les dominer et que rien ne changera malgré tout ce qui a été dit à Brazzaville. Sanogo l'a dit,
C'était la manifestation, l'apothéose du racisme français à l'égard de ces gens-là. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que déjà en septembre et en octobre 1944, on avait retiré de la première armée de la Tassini 20 000 tirailleurs sénégalais qu'on avait déshabillés. N'est-ce pas? Et on avait remis pratiquement l'uniforme à des combattants français pour donner l'impression aux Français que c'est les Français qui ont libéré la France, qui ont libéré Paris. On verra la même chose avec la 10e division blindée du général Leclerc. Très bien. Donc il y a eu beaucoup de frustration qui explique Tcharoy. Très bien. Professeur Sanogo, bien. Le mot de la alors, fin. Comme vous avez parlé de mémoire, je crois que il y a quelque chose qui manque encore. Malgré cette forme de choses, les archives sont là. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit visible, palpable, que la population sente. Hein? Est-ce que ça ne relève pas des gouvernances actuelles de nos États? Bon, certains ont déjà tenté. Parce qu'avec le monument du Tiaroy ici à Bamako, ça, je crois que beaucoup de jeunes, beaucoup de mes étudiants même m'ont demandé, mais ce monument qu'on a eu à faire là-bas, à quoi ça sert? Je leur ai expliqué. Alors, parce que le problème, souvent, ce n'est même pas de construire, en tout cas, un truc mémorial, comme par exemple ce qui se trouve devant le ministère de l'Éducation. Alors, tellement on a... Bon, ce monument a été monté pour saluer un peu l'action des forces noires. Mais aujourd'hui, parmi nous, qui connaît un peu ces choses-là? Certains même ont dit que c'est les soldats de Samoa. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une part de responsabilité aussi pour, effectivement, notre propre éducation. Parce que ces choses-là, ces monuments historiques doivent rentrer dans nos programmes de formation. J'espère que les différents ministres de la culture d'Afrique vous entendent. Alors, et ça c'est extrêmement important. Les Français, ils ont envoyé ce monument, mais combien ont eu à construire un monument pour les tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, dans leur pays, encore aujourd'hui? Le symbole même des tirailleurs, alors dernièrement avec ce que, comme on appelle le président Ouad a eu à construire, la Renaissance. Voilà. Ça, c'est des choses au moins qui font plaisir, naturellement, effectivement, à nos tirailleurs qui sont tombés. Et puis, M. Kabia, qui a écrit quelque chose sur les tranchées de Verdun. Vous savez, ça a fait un choc déjà à travers le monde. Alors, je pense que des trucs comme ça doivent être effectivement multipliés pour que les Africains eux-mêmes prennent conscience réellement de ce qui s'est passé. Voilà. Nous en ferons la conclusion de cette émission, à laquelle je vous remercie encore une fois d'avoir si brillamment participé pour éclairer les téléspectateurs d'Africable Télévision. Mesdames et messieurs, à quoi servent pour notre gouvernance les nouvelles technologies de l'information et de la communication? En quoi est-ce qu'elles peuvent améliorer la gouvernance aussi bien dans nos administrations publiques que dans le secteur privé? Je vous invite à en discuter vendredi prochain et envoyez-nous vos questions, vos observations, vos avis, comme vous le savez, au 00223 44 20 80 80, vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Excellente soirée chez vous et à vendredi prochain.